Suzanne Amar, vous êtes psychologue, donc vous travaillez à l'hôpital Longjumeau. Vous avez une journée, j'imagine, très dure aujourd'hui. Très dur, un peu moins dur que certaines l'ont été, mais oui, il y a son lot de difficultés chaque jour. Donc, vous êtes psychologue, habituellement, vous consultez, je veux dire, dans un bureau, vous avez votre cabinet aussi, donc vous consultez aussi à l'hôpital. Donc là, maintenant, votre métier a quelque part, je vais dire, dans la manière de procéder, vos méthodes ont changé? Alors, pour ce qui est de l'hôpital, oui, il y a eu beaucoup de changements dans le sens où il a fallu que l'on s'organise, puisque nous sommes une unité de psychologie, en l'occurrence, avec plusieurs psychologues, bien sûr. Euh, Par exemple, nous nous sommes organisés en consacrant un des psychologues au secteur non-Covid, de manière à ce que nous n'allions pas contaminer les autres services. Et puis le reste s'est déployé, le reste des psychologues s'est déployé sur les services affectés à ce virus, dont je fais partie. Voilà. D'accord. Est-ce que vous Donc pouvez effectivement, il y a des changements dans le sens où nous avons dû beaucoup plus nous rendre directement dans les services que d'habitude. D'habitude, nous fonctionnons plutôt à la demande, sur demande, soit des patients, soit des proches, soit des professionnels. Et là, nous nous sommes dit que nous serions certainement plus opérationnels en venant les voir, les professionnels, et puis les patients aussi d'ailleurs, pas les proches, puisqu'ils sont, en tout cas au départ, n'étaient pas là, mais aujourd'hui, on commence à les laisser un peu venir. Donc ça a été un changement majeur, effectivement. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment ça se passe quand vous arrivez? Donc, vous arrivez à l'hôpital, vous mettez votre tenue, votre masque. Expliquez-nous en fait comment votre journée se déroule. Ah oui, comme vous le voyez, donc effectivement, j'ai une tenue un peu spéciale, puisque en ce qui me concerne, je suis affecté entre autres à la réanimation, donc j'ai une tenue de réanimation, si on peut dire. Donc ça, c'est le premier moment de la journée. Et puis ensuite, on consulte un petit peu les différents mails, puisque évidemment, nous avons des informations qui tombent tous les jours. Avec ce virus, les changements sont au moins quotidiens, si ce n'est plus. Donc nous tenons informés un petit peu sur l'état actuel de la situation, les réglementations, D'autant que vous avez votre notamment, équipe aussi. Vous avez votre équipe de bien psychologues. sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc nous avons effectivement beaucoup à nous informer au préalable, et puis ensuite, eh bien, on se rend dans les services, soit pour voir de nouvelles situations, enfin participer à de nouvelles situations, soit en l'occurrence en réanimation. On voit un petit peu quelle est l'évolution des gens, dans les autres services aussi, bien entendu. Et donc, Euh, ouais. et on a évidemment beaucoup de très bonnes surprises, et puis parfois malheureusement des mauvaises. Donc voilà, donc vous êtes proche du corps soignant, donc des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et aussi des patients. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la psychologie à 360 degrés, quoi. Vous êtes vraiment sur, comme on pourrait dire, sur le front. Donc comment, aujourd'hui, après plus de 30 jours en fait, euh, de cette situation, comment, dans quel état d'esprit le corps soignant se trouve aujourd'hui? Oh, il est partagé. Il y a bien sûr la fatigue, il y a l'usure, il y a l'incertitude aussi quant à l'avenir, puisqu'on ne sait absolument pas comment les choses vont évoluer, si on va retrouver les activités précédentes. Certains services commencent à reprendre les activités avant Covid, on va dire, de spécialité. Euh, donc il y a ce climat d'incertitude qui n'est pas facile, la fatigue aussi. Et puis, un petit peu comme la population, j'ai envie de dire, de pas trop savoir, puisque les soignants sont aussi
des citoyens confinés quand ils ne travaillent pas. Donc, ils partagent avec l'ensemble des personnes ces questions que l'on se pose tous. Donc, voilà, les services sont un petit peu sur le pied de guerre et en même temps avec des ouvertures sur d'éventuelles reprises des activités, mais sans trop savoir si ça va recommencer, si on va repartir sur de nouvelles vagues, comme on dit. Donc voilà, c'est un climat assez particulier D'accord, qui fatigue beaucoup psychiquement, en fait. Voilà. d'accord. Et donc, c'est ça que vous ressentez en tant que psychologue, on se confie à vous donc par rapport à cette fatigue émotionnelle? Oui, alors ça ne se traduit pas toujours directement par des plaintes, on va dire, hein. Ça peut être des discussions tout à fait informelles, parfois, même de l'humour. Voilà, enfin, les soignants ont beaucoup de ressources, hein, mine de rien, ils sont habitués à l'adversité. Là, c'est vrai que c'est une situation un peu exceptionnelle parce que tout le monde est un peu déboussolé, mais finalement, la mort à l'hôpital, c'est des choses qu'ils connaissent. Les drames divers qu'on traverse, ils connaissent. Donc, il y a juste un climat un peu particulier, effectivement, d'incertitude D'accord, qui, qui traverse jusqu'au savoir médical. Et ça, c'est aussi une des particularités du moment, c'est que d'habitude, vous avez des professionnels qui savent répondre aux questions, qui savent où on va, grosso modo, bien sûr. mmh mh. Et là, ce qui est difficile, c'est que personne ne sait rien sur rien. Donc, D'accord. on navigue à vue. Donc il y a cette incertitude, mais en même temps, j'avais écouté une de vos interviews où vous expliquiez que le corps, soignant a toujours quelque part cette barrière, donc contre la maladie. On a vu qu'il y a eu des décès chez les médecins et on a vu des gens atteints du Covid, donc dans le corps soignant. Comment vous expliquez, que cette barrière quelque part, a sauté ou peut sauter? D'habitude, les soignants, surtout lorsqu'ils sont dans un service de spécialité, connaissent la maladie en question, savent s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas, et fort heureusement, dans la majorité des cas, ils ne sont pas concernés. Donc la position du professionnel de santé, elle s'appuie beaucoup sur le fait d'être justement en bonne santé, et comme si finalement il y avait d'un côté des personnes vulnérables et ceux qui étaient assez fortes et invulnérables d'une certaine manière, même si c'est évidemment un fantasme inconscient, mais cette position-là permet de travailler et permet d'encaisser toutes les difficultés du quotidien. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu avec ce virus, c'est que pour la première fois, ou en tout cas une des rares fois, tout le monde pouvait se sentir à la fois contaminé, C'est ça. contaminant. Ça, c'est sur la potentialité. Et effectivement, à chaque fois qu'on a entendu un soignant, parce qu'il n'y a pas que des médecins, il y a aussi des aides-soignants, il y a aussi Bien des sûr. infirmiers qui ont été touchés. Euh, Nous avons eu un aide-soignant de notre groupe hospitalier qui est décédé, effectivement, parce qu'il n'avait pas eu les protections nécessaires au tout début de la crise. Donc ça, c'est pas rien quand même. Bien Et sûr. effectivement, du coup, il y a eu un climat de vulnérabilité au sens propre et figuré, au sens psychologique et physique. Et ça, c'est effectivement quelque chose avec lequel il faut aujourd'hui composer. C'est-à-dire que même les professionnels de santé découvrent d'une certaine manière qu'eux aussi peuvent être malades, eux aussi peuvent être en réanimation, eux aussi peuvent mourir. C'est ce qui rend cette situation complètement inédite quelque part. Et je voulais voir aussi Tout à avec fait. vous le rapport. Donc maintenant, là, on a parlé des corps soignants. Là, on va parler en fait de la psychologie donc du patient. Donc, comment aujourd'hui un patient vit cet isolement, du fait qu'il est coupé de sa famille, qu'il ne peut pas voir sa famille comme la famille voudrait ou comme il voudrait. Comment vous vivez ça auprès des patients? Alors, bon, il y a deux réalités au moins, il y en a bien plus, mais enfin, si on veut schématiser, il y a les patients de réanimation euh, que je vois soit avant les assistances respiratoires, soit après, une fois qu'on
arrive à les sevrer de ça et qui, de toute façon, vivent un isolement du fait de ce qu'ils traversent dans cette épreuve, hein, à la fois physiquement et moralement. Donc, évidemment, il y a un isolement et un sentiment de solitude qui vient se greffer là-dessus, qui est par plus ou moins important. Et là, vous avez effectivement des patients qui peuvent communiquer avec leurs proches, d'autres pas, soit parce qu'ils ne sont pas encore capables de le faire, soit parce qu'ils n'ont pas les outils. Alors aujourd'hui, on a heureusement à l'hôpital obtenu des tablettes, enfin des moyens divers pour combler la rupture. Et puis, il y a aussi évidemment des situations, heureusement, qui se sont ouvertes, on va dire, du côté des limites qui avaient été fixées au départ sur les visites. C'est-à-dire que nous avons quand même beaucoup œuvré à différents titres, hein, soit au sein des sociétés savantes. En l'occurrence, je fais partie de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs. Donc, on a essayé de faire remonter beaucoup ces restrictions au départ très drastiques par rapport aux visites. Et nous avons obtenu petit à petit, évidemment, qu'on retrouve un peu de bon sens là-dedans. Et les premières ouvertures, on va dire, qui ont eu lieu, c'était dans des situations, ça l'est toujours évidemment, mais dans des situations de fin de vie, c'est-à-dire des situations où on sait qu'il y a malheureusement de grands risques que le patient décède. Et dans ces cas-là, eh bien, on laisse la possibilité. Pour les autres, je veux dire que c'est plus compliqué, évidemment, parce que ce sentiment de solitude, il est là. Alors, c'était une raison pour laquelle, d'ailleurs, les psychologues ont décidé, en tout cas dans mon hôpital, mais beaucoup d'entre eux ailleurs, ont décidé d'aller au-devant des personnes qui se trouvent non seulement seules parce que les professionnels ne peuvent pas passer autant de temps que d'habitude, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins. Ils font énormément d'efforts et de boulot, mais il y a aussi toujours l'idée quand même qu'il ne faut pas non plus passer trop de temps en contact, évidemment. Donc, les psychologues viennent voir comme ça les patients, passent du temps avec eux, les écoutent, jouent aussi un rôle, on va dire, d'intermédiaire entre le patient, le médecin, l'infirmier, voire la famille. Donc, on essaie de combler un petit peu ces ruptures relationnelles qui, fort heureusement, se règlent une fois que le patient peut enfin sortir. Et, qu'est-ce que vous avez ressenti auprès d'eux? Je veux dire, quel est le point commun quelque part que vous avez ressenti? Par exemple, vous m'avez parlé je veux dire, du corps soignant. Eux, ils sont fatigués et en même temps, il y a cette incertitude. Et chez les patients, en fait, quels sentiments vous avez pu recueillir, en fait? Oh bah, alors là, il y en a beaucoup. Alors certains sont, on va dire, contaminés, pas seulement par le Covid, mais aussi par les informations anxiogènes, par les informations qui, comment dire, flattent tel ou tel traitement, etc. Donc, vous avez des patients qui sont révoltés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir tel traitement qu'on nous vend par ailleurs. Donc, il peut y avoir parfois de la révolte, parfois une espèce d'abnégation comme ça, un peu passive. C'est très, très disparate, en fait. Hein, mais en tout cas, il y a effectivement la peur, ça c'est sûr. La peur parce que justement, personne ne sait ce qui va se passer. Donc, on est un petit peu dans une situation au jour le jour, voire à l'heure, parce qu'on sait que lorsque les choses s'accélèrent et que parfois, malheureusement, l'état du patient s'aggrave, ça peut se faire très vite. Et ça, les patients ne l'ignorent pas tous. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui se tiennent très informés, il y en a qui posent des questions, et donc nécessairement, ça joue beaucoup. Alors à cela, on ajoute évidemment le principal symptôme qu'entraîne ce virus, en tout cas en termes d'invalidation, c'est-à-dire que c'est très, très difficile à vivre, c'est les troubles respiratoires, les difficultés à respirer.
d'une façon générale, hein, puisque je travaille en pneumologie aussi depuis longtemps, on sait très bien que c'est générateur d'angoisse. Donc le problème, c'est que c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on a du mal à respirer, on s'inquiète, et quand on s'inquiète, on a du mal à respirer. Donc ça, c'est aussi un aspect des choses sur lesquelles on essaie d'intervenir auprès des patients. D'accord. Oui, et puis comme vous m'aviez dit aussi, l'isolement. Donc le fait de ne pas être en contact avec sa famille comme on voudrait. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ou même Skype ou même les tablettes, ça, ça ne peut pas remplacer le contact humain. C'est un palliatif, hein, c'est-à-dire que c'est moins, c'est mieux que rien, et C'est en ça. même temps, évidemment, on s'aperçoit des limites, quoi qu'il en soit, et que rien ne vaut de voir quelqu'un de visu, de pouvoir l'embrasser, de pouvoir se toucher, et ça, c'est de toute façon une difficulté à laquelle on est confronté, même quand on peut laisser passer, oui, des proches, c'est que les contacts ne sont pas possibles. Et ça, c'est évidemment une particularité. On redécouvre à travers finalement cette crise l'importance du contact. Oui, oui, absolument. Et en fait, je voulais aussi voir avec vous, euh, vu que vos méthodes de travail ont changé, quel regard portez-vous sur votre métier aujourd'hui? Parce que habituellement, vous recevez plus, enfin, les personnes viennent à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vous qui allez quelque part Oui, vers oui, eux. tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on aura besoin, on en parle avec certains collègues, hein, ça va forcément venir interroger, bouleverser peut-être notre manière de voir les choses. Euh, Certains d'ailleurs qui se sont mis à faire des consultations au téléphone aussi découvrent de nouvelles choses à travers ce qui se passe dans ce type de relation un peu nouvelle, même si certains avaient déjà commencé ce genre de travail. Mais là, vraiment, ça s'est généralisé, on va dire. Donc, bien entendu. Mais pour ma part, en tout cas, je ne sais pas encore quelles leçons tirer de tout cela. Là, on est dans une situation un peu particulière de crise. Vous êtes dans Je ne l'action. sais pas si c'est de guerre, cas de crise, voilà, d'action. On fait ce qu'on peut. On est là où on pense qu'il faut essayer d'être. Parfois, on arrive au bon moment, parfois pas. Euh, voilà, donc, je veux dire, c'est une psychologie, si on veut, qui est celle du moindre mal. On essaie de faire au mieux. On n'est pas dans des psychothérapies comme on peut en faire très habituellement, évidemment. On est dans des choses beaucoup plus ponctuelles et c'est certainement même beaucoup plus modeste. Mais pour autant, on, on découvre des choses extraordinaires. On fait des rencontres extraordinaires parce que tout est exacerbé finalement, hein, les émotions, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon, c'est-à-dire que lorsqu'un patient sort enfin de l'hôpital, on est tous super contents. C'est quand même pas comme ça que ça se passe d'habitude, hein, il faut bien le Oui. dire.